Des soldats israéliens ont tué 3 otages qu'ils étaient venus libérer. On en parle avec vous aussi, Gérard Vespierre. Pardon. Vous êtes avec nous à distance, géopolitologue. Cette bavure, c'est tout ce que craignaient aussi les Israéliens. Ça montre la tension extrême chez les combattants à Gaza et puis les difficultés aussi de l'armée israélienne sur le terrain. Ah, tout à fait. Et donc, vous avez en parallèle du nombre de morts civils aussi un accroissement journalier des morts du côté de l'armée israélienne. Donc, cette armée israélienne a perdu plus de 120 soldats depuis le début des opérations à l'intérieur de Gaza. Donc, c'est aussi une pression, une forme de pression sur la population israélienne où la population israélienne va accepter ce niveau d'engagement, ce niveau de perte, sans réagir dans la rue. Benyamin Netanyahou veut maintenir la pression sur le Hamas, coûte que coûte. Certains dans sa population lui reprochent son manque d'empathie, notamment sur ces 3 morts. Encore, il y a une grande manifestation samedi soir à Tel Aviv. Les familles des otages ont exigé la fin des opérations militaires, de prioriser cette libération d'otages. Ils sont encore quelques 130 aux mains du Hamas. L'hypothèse d'une nouvelle trêve, elle est encore possible ? Oui, bien sûr, on se dirige. Le problème, c'est de savoir quand, n'est-ce pas? Les demandes qui sont faites actuellement sont plutôt de demander une trêve immédiate. Or, Israël a besoin effectivement de temps parce que l'objectif qu'il a été donné à l'armée israélienne, n'est-ce pas, de détruire le Hamas, de détruire le réseau dont on a vu des images tout à l'heure, ce réseau de tunnels, qui est construit depuis 15 ans. Depuis 17 ans, depuis 2005 et l'arrivée du Hamas au pouvoir, donc des centaines de kilomètres. Et si vous voulez détruire ces infrastructures, eh bien, il est impossible de le faire en quelques semaines ou en quelques jours. Donc là, il y a effectivement cette dualité de l'échelle du temps. D'un côté, l'armée israélienne a besoin de temps pour démolir et détruire ces infrastructures, mais de l'autre côté, plus le temps s'allonge, et bien plus le nombre de morts et de blessés augmente des deux côtés d'ailleurs. Alors Benyamin Netanyahou a laissé entendre quand même qu'une initiative était en cours pour libérer les otages. C'est ce qu'il a dit samedi soir. Le chef du Mossad d'ailleurs, donc israélien, aurait rencontré vendredi le Premier ministre qatarien. C'est ce que dit l'agence Wafa. On peut imaginer dans les prochains jours une trêve pour libérer ces otages et puis permettre aussi, on en a parlé, d'acheminer de l'aide à Gaza. Tout à fait. Il y a des échanges diplomatiques, des pressions diplomatiques. Le secrétaire à la défense américain est dans la région pendant quelques jours. Donc, il est au Koweït actuellement. Il sera en Israël. Donc, pour effectivement demander à Israël de ralentir, de baisser plus exactement, de baisser le niveau de frappe de façon très substantielle, de venir à des opérations beaucoup plus ciblé. Et donc, si on arrive à ce genre de dispositif, eh bien, on pourra effectivement l'accompagner également de trêve pour permettre l'échange des otages et en échange de prisonniers actuellement dans les prisons israéliennes. Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française, a réclamé une nouvelle trêve immédiate et durable. Hier, elle était donc en Israël, en Cisjordanie. Elle est au Liban aujourd'hui, je cite, pour envoyer des messages aux uns aux autres parce que les risques d'engrenage demeurent. Vous le voyez, regardez, à la frontière, depuis le 7 octobre, le Hezbollah a ouvert un front au nord d'Israël, au sud du Liban. Donc Israël riposte par des bombardements. Ils ont fait quelques 130 morts, une centaine de combattants du Hezbollah et puis au moins 11 Israéliens. Ces bombardements, ils s'intensifient. Gérard Vespierre, est-ce qu'il y a un vrai risque d'embrasement dans cette région, précisément donc au nord d'Israël et au sud du Liban? Le Hezbollah a une mission. Le Hezbollah n'est pas la mission d'augmenter les conflits et de déclencher une guerre de haute intensité au nord d'Israël. La mission du Hezbollah, c'est d'occuper une partie de l'armée israélienne afin qu'elle ne soit pas disponible pour le sud et pour la bande de Gaza. Donc il ne s'agit pas d'élargir le contrat.
le conflit, pardon, d'élargir les combats, mais d'occuper et de mobiliser l'armée israélienne et puis aussi de porter un coup économique à Israël, puisqu'une partie nord du pays a été évacuée. Donc là, vous avez un manque à gagner économique significatif. Donc il s'agit pour le Hezbollah de mettre une pression sur Israël. Derrière le Hezbollah, il y a, comme nous le savons tous, l'Iran. Et l'Iran ne veut pas augmenter le niveau des conflits, le niveau des combats. Elle veut avoir le capital de ses gains politiques. Donc, vous avez la même situation au sud avec les Houthis. Les Houthis ne vont pas élargir les combats, n'est-ce pas? Ils veulent simplement créer une capacité de nuisance et d'influence sur la société internationale, sur les compagnies maritimes, sur les compagnies industrielles aussi bien asiatiques qu'européennes, pour que les combats s'arrêtent et que donc il y ait une moindre destruction du Hamas. Voilà le dispositif aussi bien au nord qu'au sud. Le ministre des Affaires étrangères israélienne, Eli Cohen, estime que la France peut jouer un rôle, je cite, positif et important justement pour éviter une guerre entre Israël et le Hezbollah libanais. La France, elle a encore voix au chapitre d'ailleurs dans cette région? En tout cas, la France, elle parle. Et la France, elle agit, n'est-ce pas? Alors non seulement par les déplacements soit du président de la République ou des membres du gouvernement, mais aussi par la mise en place d'éléments d'assistance humanitaire, la mise en place d'un porte-hélicoptère amphibie donc qui permet d'avoir une capacité hospitalière au large des côtes israéliennes et libanaises. Nous avions fait la même chose lors de l'explosion malheureuse et catastrophique dans le port de Beyrouth. La France était intervenue avec des moyens de même nature. Donc nous avons une présence historique, nous avons une présence donc politique et aussi de type militaire. Donc il y a effectivement une voie et des positions très claires que la France met en avant depuis le début de ces combats et le 7 octobre. Catherine Colonna, je l'ai dit, a parlé d'une trêve immédiate et durable. Berlin et Londres, eux, réclament un cessez-le-feu aussi durable. Précisément, dans une tribune dans le Sunday Times ce week-end, ils demandent un arrêt des combats dans la durée, précisément. Et Eli Cohen leur a répondu, un cessez-le-feu n'est qu'un cadeau pour le Hamas. Et pourtant, eh bien, pour le Hamas aussi, on a vu que la trêve avait finalement permis de se restructurer, ou en tout cas, l'objectif pour Israël de détruire le Hamas n'a pas été achevé avec la trêve. Alors, est-ce qu'encore une fois, je vous repose la question de cette trêve, est-ce qu'on peut la voir arriver dans les jours qui viennent? Une trêve, n'est-ce pas, c'est une parenthèse. Donc le problème in fine sera l'arrêt définitif des combats. Alors oui, on peut avoir dans les prochains jours à nouveau une trêve, mais il pourrait y avoir une reprise des combats comme nous avons vu il y a une quinzaine de jours. Donc c'est là effectivement l'objectif à atteindre et qui est le plus difficile tant que l'armée israélienne ne considère pas qu'elle a rempli la majeure partie de son objectif, à savoir au moins la destruction la plus importante possible des infrastructures du Hamas, la destruction du bras armé. Ça, c'est une autre affaire. Nous avons vu, hélas, qu'il n'a pas été possible d'éradiquer Al-Qaïda. Nous avons vu qu'il n'était pas possible d'éradiquer l'État islamique. Il est possible de réduire considérablement la portée des réalités militaires de ces mouvements djihadistes ou rebelles ou terroristes, mais les éradiquer, c'est une tâche qui relève pratiquement de l'impossible. On le comprend.